Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan, on va dire bilan de la fin de l'année avec mon top 10 des lectures de 2021. C'est un top que j'ai hâte de vous présenter parce que c'est vraiment des livres qui m'ont tenu à cœur. J'ai dû faire une sélection parmi tous les livres que j'avais lus. Là on est début décembre et j'ai lu 160 livres. Je pourrais pas donc inclure les livres que je vais lire entre cette période et la toute fin de l'année. Mais il y a de la fantasy, il y a des essais, il y a de la littérature un petit peu plus classique. Bref, j'avais envie de vous présenter ça. J'ai fait le choix cette année, je l'avais déjà fait l'année dernière, de ne pas vous présenter les flops de cette année, tout simplement parce que je me mets à la place des auteurs et que c'est jamais très agréable d'entendre un avis négatif sur leurs ouvrages, et notamment les flops, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Certains de ces livres, je vais devoir les présenter dans les objectifs 2022 parce que c'est nécessaire à la vidéo malheureusement, et j'avais pas envie de mettre en avant le négatif mais plutôt le positif des lectures parce que j'ai plus envie que vous reteniez ce que j'ai aimé que ce que je n'ai pas aimé. Et donc on va commencer tout de suite. Je prends les livres au hasard et je vous présente ça. Et ce qui est super cool, c'est que ça a été des lectures qui se sont éparpillées un petit peu tout le long de l'année. Je ne pouvais absolument pas passer à côté de ces lectures-là parce que ça a été mon objectif raté de 2021. En clair, je voulais tous les lire en 2021 et je me suis clairement rendu compte que je m'y étais pris trop tard dans l'année, et surtout que pour une chaîne littéraire, c'est bien de varier ses updates lectures, donc j'allais pas non plus présenter exclusivement cet auteur, mais ça a été une des découvertes majeures de 2021. Là, j'ai pris un livre que je n'ai actuellement pas lu de lui, mais ça représente bien son univers et il est très beau, c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Je parle des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Donc Terry, ça a été un peu mon meilleur ami pendant cette année parce que j'ai dû lire plus d'une vingtaine de ces tomes maintenant, et c'est un univers que j'aime beaucoup. Les Annales du Disque Monde, pour ceux qui ne connaissent absolument pas, c'est de la fantasy humoristique. Pratchett en est un petit peu le maître parmi tant d'autres, et Pratchett est décédé il y a peu, et c'est un auteur qui a construit tout un monde qui s'appelle donc le Disque Monde, et les Annales du Disque Monde, ce sont plusieurs cycles qui racontent l'histoire de ce monde en particulier, qui est porté sur le dos d'une tortue qui plane avec des éléphants qui l'entourent. Donc bref, c'est très barré comme univers, mais c'est un univers qui m'a grandement plu. Alors là, je vous ai sorti les archives d'Ankh-Morpork. C'est une anthologie du Disque Monde, donc en fait c'est des illustrations et ce genre de choses que je n'ai pas le soin d'ouvrir pour ne pas me spoiler les tomes que je n'ai pas encore lus. Il y a par exemple le cycle des sorcières qui parle de Mémessire du Temps, de Nunu Hogg et de Magra, qui sont trois sorcières, et on va raconter toutes leurs aventures. C'est un récit qui s'inspire beaucoup des contes de fées et qui critique beaucoup les questions de genre et ce genre de choses. Est très drôle et très touchant en même temps, mais je pense que je vais vous parler de ça à chaque fois dans les cycles. Il y a un autre cycle qui est le cycle de la mort. Le cycle de la mort, on suit donc le personnage de la mort qui est un il dans le récit, et au tout début, la mort, à chaque fois, il y a un truc qui va pas. Donc soit les gens cessent de mourir, soit elle va être confrontée à des difficultés, soit elle va devenir un jour le Père Porcher, qui correspond donc au Père Noël, et cette mort va avancer. Elle a parfois un apprenti, parfois une descendance d'une certaine manière, et bref, on la suit. Alors c'est le cycle pour moi qui est le plus touchant d'entre eux. Il y a des tomes qui m'ont fait chialer de ouf, et en même temps il est hyper drôle parce que la mort est un personnage extrêmement sarcastique, et ça relativise énormément sur ce thème qui est très difficile. Et voilà, chaque livre de Pratchett a une thématique. Par exemple, dans ceux que j'ai lus il y a peu, Procrastination parle des arts martiaux, les livres Carpe Jugulem qui parlent donc du cycle des sorcières, c'est sur le vampirisme. On a Le Dernier Continent qui parle par exemple de l'Australie. On a par exemple La 8e fille qui parle des questions de genre. Bref, il y a plein de thématiques, chaque tome va avoir une thématique, et on a le cycle par exemple du guet, que j'adore. Le cycle du guet, c'est en clair le cycle de la police, où dans la ville... voilà. Ankh-Morpork, voilà, la ville imprononçable. On a donc des espèces de policiers, une espèce de brigade très mal préparé à affronter les voyous, on va dire, parce que faut dire que par exemple tous les ordres sont réglés, donc c'est à dire que les voleurs ils ont un ordre, et la police, le guet, ils sont en mode youpi bonjour, voilà. Bref, il leur arrive plein de choses. On suit le capitaine Vimer par exemple, et surtout le début du cycle commence avec le recrutement d'un nain qui fait 1m90 et qui veut remettre la police un peu dans le droit chemin. Du moins il est très à cheval sur les principes, et donc c'est pour le coup le cycle du guet, ça parle beaucoup des questions de racisme et ce genre de choses qui sont exposées dedans, et c'est un très bon cycle. Il y a le cycle du progrès que je suis en train de lire, donc là sur toutes les inventions technologiques. Par exemple, on a le cinéma qui avait été mis en avant dans un des tomes. On a
a plusieurs cycles que je vais pas tous vous citer, mais pour moi c'est absolument génialissime parce que Pratchett, il arrive à critiquer certaines choses, à faire des pastiches, à rire de certains concepts, à se moquer, à dénoncer certains concepts, tout en étant hyper respectueux des personnes que ça moque en fait. Et c'est ça qui est hyper bienveillant, c'est ce que j'ai beaucoup aimé chez Pratchett. C'est à la fois touchant et à la fois très drôle. On a la chance d'avoir la traduction de Patrick Couton qui est excellente, qui est une des meilleures traductions, je pense, au monde, qui a été délivrée de Pratchett. Et donc ce qui fait que les traductions françaises sont absolument délicieuses en termes littéraire, il y a beaucoup de blagues, de jeux de mots, et bref, c'est un plaisir à lire, mais c'est des livres, je pense qu'il faut avoir lu un petit peu de fantaisie pour apprécier, parce que ça se moque un peu de la fantaisie, il y a même des tomes qui se moquent de la fantaisie en soi, donc voilà, je devais vous parler de Terry, c'est pas possible. Bien sûr, les livres, je ne les ai pas classés, j'ai pas un ordre de classement du meilleur livre que j'ai lu cette année. On va passer à la suite. Le livre qui me tombe sous la main, c'est un essai que j'ai beaucoup aimé et qui est accessible et que je pense qu'il peut plaire à beaucoup de monde. Ça a été un véritable plaisir de lecture. Il s'agit donc du Roi Arthur de William Blanc, donc un mythe contemporain qui est disponible chez Libertalia, qui est donc un essai sur le Roi Arthur et notamment sur la réception du Roi Arthur. C'est un essai qui est accessible pour le grand public, qui est très bien documenté et qui est fait pour que ça soit pas trop lourd et indigeste à lire. C'est quand vous aimez le mythe du Roi Arthur, absolument passionnant parce que Arthur est partout, du genre ça a eu des influences, que ça soit des comics Marvel à la publicité, ça passe par tous les points. Et donc voilà, on va dans un premier temps te réexpliquer en fait ce qu'est le mythe arthurien, les grands textes, voilà. Par exemple, on va essayer de reparler du côté historique du Roi Arthur parce que Arthur, visiblement, il n'y a pas eu de roi Arthur, voilà, c'est plus des inspirations et c'est des textes littéraires. On va avoir le prisme, on va étudier le roi Arthur sous l'angle des Kennedy, on va voir l'angle du roi Arthur et son impact sur les États-Unis, parce qu'il y a eu un gros impact du mythe arthurien sur les États-Unis. Une critique en fait un peu chronologique, on va étudier en fait l'impact du roi Arthur après la guerre, bref, dans les années 60 par exemple. On va avoir autant une Morgane qui va être traitée du côté féministe, on va avoir un Merlin qui va être traité du côté écologique, forcément parler de Camelot la série, bref, de tous les impacts de la réception de ce mythe. Et pour ma part, j'ai trouvé qu'il était très accessible. Bon, moi j'avais juste eu l'envie de toujours vouloir plus, mais en attendant, les semaines sont passées, je me suis dit de toute manière, ça ne sert à rien d'attendre plus d'un texte, sinon ça aurait fait 4000, 5000 pages. Là, pour le coup, c'est un véritable condensé. William Blanc, il arrive vraiment à nous capter, à rendre ça intéressant et très documenté. C'est accessible tout en étant, on va dire, riche. Voilà, on n'est pas sur des choses où on est en mode oui, c'est du vu et du revu. Là, pour le coup, on apprend pas mal de choses et moi, étant une grande fan du mythe arthurien et de son impact, voilà, notamment de la réception, mais en même temps fan de récits médiévalistes et de récits médiévaux en soi, et ce qui fait que ça a été une très bonne lecture. Il coûte 13 €, sachant que bon, même si c'est du poche, pour des essais, c'est pas très très cher pour la longueur de l'essai, la qualité de l'essai, et en plus, il se range super bien à la bibliothèque. Bref, si vous avez envie de vous renseigner sur le roi Arthur, si vous avez aimé les films, aimé les jeux vidéo qui y sont inspirés, si vous aimez la fantaisie en soi, vous allez être forcément servi parce que Arthur a eu tellement d'impact sur le genre que, voilà, je dis Arthur mais toute la table ronde, voilà, vous voyez, je viens de finir l'Histoire sans fin, qui est quand même un classique de la littérature jeunesse, il y a une référence au roi Arthur, voilà, il y a des références au roi Arthur partout. On enchaîne ensuite sur un livre qui m'a beaucoup plu, ça a été une petite découverte et ça a été un peu mon coup de cœur de la maison d'édition. Je l'ai lu au tout début de l'année celui-ci et je me suis pris un petit peu une claque parce que ça traite d'une créature mythologique, plutôt une créature fantastique qu'on connaît bien, notamment modernement par tous les films qui sont sortis sur le sujet, des films où les hommes sont souvent torse nu. Donc je parle de la figure du loup-garou et je parle de Galeux. C'est vrai que moi Twilight est sorti, j'étais ado, les mythes du loup-garou, alors j'avais vu des films un peu d'horreur comme Wolfman, comme je ne sais pas, il y avait le loup-garou du campus quand j'étais jeune, c'était pas un film d'horreur. Bref, j'avais vraiment l'image du loup-garou qu'on a dans les séries un peu comme ça. J'avais le loup-garou dans les séries jeunesse, j'avais rarement lu, et dans la Biclite, c'est-à-dire l'homme très viril, voilà, mais qui est gentil quand même, parce que derrière la bête, il y a un petit cœur qui se cache. Et donc, qu'est-ce que j'ai été surprise avec Galeux? C'est la Volte qui me l'avait proposé en fait au début de l'année. J'ai accepté, sachant que la maison d'édition, j'en avais entendu beaucoup de bien. La surprise parce que, au-delà du style qui est excellent,
J'ai adoré comment était traité le personnage du loup-garou. Alors là on se situe aux États-Unis, des États-Unis très crasseux, tu vois, l'image c'est très poussiéreux et crasseux comme histoire, où on suit un jeune garçon dont le grand-père est assez particulier, qui est élevé par sa tante et son oncle. Sa tante et son oncle c'est des frères et sœurs. Bref, il est élevé par cette famille-là en écoutant les récits de son papy qui lui raconte des récits sur les loups-garous, et il dit papy il a encore fumé, voilà, jusqu'au jour où il voit ce que papy fait et il fait oula en fait, et donc il s'avère que c'est une famille de loups-garous, mais c'est pas le loup-garou qui enlève son t-shirt, c'est le loup-garou transpirant et suant dans la poussière qui doit se démêler avec la vie humaine, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de bestialité, de férocité avec lequel il doit faire face, mais surtout le loup-garou dans une époque à peu près moderne, et comment il fait pour survivre dans un monde de plus en plus technologique, qui le met de plus en plus en bas de la société. Ça fait vraiment penser à cette époque hobo, c'est vraiment des gens qui vivent dans des lieux un peu crasseux, qui sont obligés de changer d'endroit très très souvent parce que leur identité est difficile à cacher. Ça parle aussi de ce garçon qui est en plein récit d'apprentissage, donc qui va grandir, qui va être confronté à des questions plus ou moins difficiles, qui va être confronté aux premiers amours et tout, et c'est pas facile quand t'es un loup-garou qui menace de dévorer la jouvencelle en face de toi. Au-delà des questions assez tristes, parce que c'est un personnage qui est orphelin et voilà, et de la vie des loups-garous, c'est un texte qui parle de la vie et notamment qui parle un peu de la vie américaine, de l'American Dream qui n'existe pas en fait, voilà, de l'espèce de poussière au visage qu'on a lancé, et c'est vraiment passionnant. Voilà, Stephen Graham Jones, j'essaierai de lire d'autres textes de lui parce que j'ai adoré ce traitement là, et pour le coup il y a des scènes qui sont assez brutales et c'est assez sanguinolent. C'est loin de l'image, en fait c'est tout le contraire de l'image glamourisée du loup-garou. Là on est sur le loup-garou qui est vraiment beaucoup plus réaliste selon moi et qui est beaucoup plus tragique, donc vraiment c'est un très très bon texte. Alors la couverture ne prête pas forcément hommage à la qualité du récit, mais c'est un très bon texte. Ensuite, je me saisis d'un texte assez connu. J'étais tellement contente de retrouver cette autrice parce que ça fait partie de mon adolescence, que j'avais laissé ça en pause depuis longtemps et que, bizarrement, j'avais pas entendu beaucoup de bien de cette série. Après que j'ai consacré une vidéo, j'ai en fait vu que pas mal de gens aimaient, mais c'est vrai que j'avais entendu pas mal de critiques sur cette série qui, moi, m'a emballée, mais emballée de fou. Je pense que vous vous doutez bien parce que c'est la maman de la fantasy, du moins femme les plus puissantes on va dire de fantasy, même si elle écrit sous le nom d'un nom d'homme. Je parle de Robin Hobb. Alors Robin Hobb avec donc Les Aventuriers de la Mer, ça a été un peu mon Pirate des Caraïbes de la fin de l'année. On est sur un roman qui se situe, alors moi je conseille de le lire quand même dans l'ordre qui est conseillé de lire, c'est-à-dire de lire les 2 premiers cycles de l'Assassin Royal, de lire donc Les Aventuriers de la Mer et de renchaîner avec l'Assassin Royal parce qu'on retrouve des personnages après dans l'Assassin Royal, et déjà là on se doute de qui, voilà, moi on m'a posé la question, je me suis doutée d'un personnage, je me suis dit ça serait bien ce personnage là, voilà, il y a beaucoup d'indices qui sont donnés et c'est d'autant plus charmant, il y a un petit côté enquête qui sort. Et donc Les Aventuriers de la Mer, c'est un récit qui se situe donc dans le monde des Six Duchés. Bon là on est en dehors des Six Duchés, on est face à une jeune fille Althea dont le père est gravement malade. Elle vit à Tyrville qui est un grand port de ville marchand. Ce sont les hauts marchands qui ont géré cette ville depuis très très longtemps et son père en fait partie. Elle a un navire, notamment son père possède un navire très particulier qui est une vive-nef. Les vive-nefs en fait ce sont des navires taillés dans du bois sorcier. Ce sont des navires qui sont capables de parole, d'une certaine âme et qui sont attachés aux familles qui les ont réveillés. Elle s'attend à ce que son père lui lègue l'héritage qu'elle doit avoir quoi. Et en fait non, c'est son beau-frère tyrannique, mari de sa sœur aînée. Elle pour le coup reste plus chez elle et à s'occuper des enfants, qui va récupérer ce navire, et donc elle va tout faire pour le récupérer. On a l'histoire aussi de son neveu qui va être retiré par son père de la prêtrise et il va très très mal le vivre, donc on a tout ce cheminement à la mort du père d'Althea, de qui va retrouver la vive-nef et ce genre de choses. On voyage beaucoup, c'est autant sur la terre que sur la mer parce que les femmes de la famille, notamment sa sœur aînée et puis sa mère Althea, vont avoir des choses à régler parce qu'à Tyrville il y a pas mal de complots. Aussi suivre Malta, sa nièce, dans le récit, et de l'autre côté on suit le
pirate kénite qui rêve d'avoir une Vive Nef et qui va tout faire pour l'avoir. Et donc c'est un récit de piraterie, de complot qui va présenter, on va dire, 3 mondes différents, celui, on va dire, de Tyrville, les bateaux, les Vive Nef et tout en pleine mer, et un autre peuple qui est très très intéressant, qui intervient un peu plus tard dans le récit, donc je peux pas trop vous dire ce que c'est. Mais bref, ça parle aussi de dragons, donc on voit des petits liens aussi avec l'assassin royal, et on va suivre tous ces personnages avec différents points de vue qui vont à un moment se rejoindre, et à un moment ça va créer des étincelles, vous vous en doutez bien, parce qu'ils veulent tous la même chose et ils sont pas forcément dans le même camp. Donc c'est un récit que j'avais trouvé passionnant parce que j'adore les personnages de Robin Hobb, j'adore comment ils sont traités. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a des personnages comme Althea que j'adorais au début, qui n'ont pas été super bien exploités dans le 2e tome, on va dire, et dans le 3e, il y a des choses qui sont intéressantes. On a Malta, par exemple, que je détestais au début, qui était insupportable, et Robin Hobb arrive à en faire un personnage super intéressant. Bref, on a aussi des personnages qu'on adore détester, le beau-frère, on a envie de le claquer au sol, mais vraiment le gifler. Kénite aussi, il y a des moments, tu peux pas t'empêcher de détester le personnage et de l'aimer aussi d'une certaine manière. Bref, Robin Hobb, elle arrive vraiment à faire voilà, des personnages qui sont bien construits. L'intrigue, même si elle est pas hyper difficile à suivre, elle est super agréable quand on aime tout ce qui est Pirates et Caraïbes et tout. Franchement, moi j'adore, ça m'a vraiment plu, j'aime beaucoup les récits de piraterie. Donc de base, on était lancé sur quelque chose que j'aimais beaucoup. Et ça traite de thématiques qui sont alors parfois très très violentes, hein, parce qu'il y a de la sorcellerie et de la magie aussi dans le texte. Il y a de la magie dans le texte que je vous ai pas présenté, mais il y a des créatures aussi, il y a une diversité, il y a un world building qui est construit. Mais il y a des questions qui sont très dures et en même temps qui sont très très bien traitées par l'autrice. Voilà, notamment dans le 3e tome, il y a une scène qui est très violente, voilà, même 2-3 scènes qui sont très violentes, pour lesquelles moi je m'attendais pas du tout, et j'étais un peu en mode ok d'accord, on voit ça, j'étais pas forcément prête à voir ça. Je trouve ça beaucoup plus adulte que l'Assassin Royal, je trouve ça beaucoup mieux écrit, voilà, c'est un peu la marge du dessus selon moi. Une excellente lecture qui a nécessité toute une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne, mais ça a été formidable. Et puis il y a plein de combats, ça se bat, ça boit sur les bateaux, et il y a plein de personnages, il y a vraiment une palette de personnages différents qui font la force de ce récit, et c'était vraiment une super bonne lecture, j'ai adoré. Donc Les Aventuriers de la Mer, pour moi, ça a été... tout de suite, je suis entrée dans le récit, j'ai adoré. Je vous l'ai présenté il y a peu, celui-ci, mais j'étais obligée de le mettre dans ce top parce que ça a été une relecture absolument divine, j'ai adoré. Vraiment, j'ai pris mon pied avec cette lecture. Je parle donc du Silmarillion de J.R.R. Tolkien, et qui a été donc retraduit par Daniel Lauzon. C'est la nouvelle édition qui est sortie et qui est formidable. Moi, j'ai adoré cette nouvelle traduction du Silmarillion que j'avais lu quelques années au plus tôt, qui est un texte réputé comme très difficile par bon nombre de lecteurs parce qu'il faut être concentré, qu'il y a beaucoup de noms. Le Silmarillion, c'est donc, pour le coup, c'est pas que l'histoire des Silmarils, mais l'essentiel de ce texte, au-delà de la cosmogonie de l'univers de la Terre du Milieu. On est donc avant le Seigneur des Anneaux, même si on traite dans le dernier, vraiment tout le dernier texte, on traite un peu de comment ont été forgés les anneaux, et puis bien sûr de la quête de l'anneau après. Mais donc le Silmarillion, c'est la quête des Silmarils. On est sur vraiment l'âge des elfes, donc pour le coup on suit beaucoup les elfes, il y a aussi les nains et tout, mais les elfes sont essentiels au récit, où Fëanor est un elfe qui a forgé des joyaux très particuliers, et le méchant Morgoth, voilà, le grand méchant, le papa de Sauron, on va dire, le grand opposant aux Valar et aux déités de ce monde, décide de les voler, et donc Fëanor, arrogant comme il est et vraiment amoureux presque de ces, c'est horrible pour le coup, de ces Silmarils, veut absolument les récupérer et va forcer son peuple même à migrer pour ça, et il va donc condamner ses fils à poursuivre cette quête qui est impossible parce que Morgoth est le pire ennemi du monde et le plus dangereux du monde. Et donc c'est un texte qui est absolument magnifique, voilà, avec plein de nouvelles qui se suivent mais qui sont toutes liées les unes aux autres. J'ai adoré, comme je vous disais, la nouvelle traduction, ça donne vraiment j'ai redécouvert des choses et je me suis rendu compte en fait du nombre de ponts pas possible à faire entre les histoires. Il y a des textes très célèbres comme Beren et Luthien ou Les Enfants d'Urine qui sont déjà disponibles aux éditions Bourgois, mais en versions différentes, que ça soit en prose ou pour Beren et Luthien avec plein de textes sous différentes formes, ou Les Enfants d'Urine par exemple, qui sont un texte beaucoup plus long qui parle de cette tragédie, on va dire. Et bref, ça parle vraiment des grands moment de l'histoire, on va dire, tolkienienne, et ça permet un peu de comprendre mieux le Seigneur des Anneaux, de comprendre mieux l'univers de la Terre du Milieu, et vraiment c'est des textes, pour le coup, c'est souvent des ascensions de royaumes et des chutes de royaumes, ça parle des elfes essentiellement, et ça nuance beaucoup,
il y a plein d'indices, il y a plein de petites choses. En tant qu'amateur du Seigneur des Anneaux, vous allez forcément apprécier. Bref, cette nouvelle traduction est une pépite et j'ai fait quand même une vidéo de 40 minutes sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir. Elle est sortie au mois de décembre il y a quelques semaines. Bref. Là, on passe aussi à mes coups de cœur de l'année. Ah, ça a été brillant. Ça a été brillant, j'ai adoré. Et donc, je vous parle de Joe Abercrombie, La Première Loi. Et j'ai pas du tout lu le cycle vraiment dans le sens... Ne faites pas comme moi. Mais donc, La Première Loi, et donc, Premier Sang, j'ai lu la trilogie en entier. Et ça a été un plaisir, parce que moi j'ai lu en fait ce qui se passe après La Première Loi, le cycle qui est en train d'être publié, donc Le Sang de la haine, je crois que ça s'appelle comme ça, et il y a un autre tome qui va sortir très prochainement l'année prochaine, le 2e tome, et donc c'est, on va dire, de la dark, moi je considère ça un peu comme de la dark fantasy, parce que les thèmes sont très très durs. On suit un monde avec beaucoup de personnages différents, donc on va autant avoir des personnages du Nord avec un homme qui a perdu voilà, un combat et qui va devoir se retrouver à un peu devoir migrer, s'exiler. On va suivre Gézal, qui est un jeune et preux chevalier arrogant qui vit à la cour principale de là où on suit, donc c'est pas l'Union, oui c'est ça, l'Union, qui est la Terre, qui est un empire qui a un peu perdu de sa superbe, et Gézal, c'est un petit bourreau des cœurs. On a au même endroit Glokta, qui a été mon personnage préféré, qui est un personnage estropié, qui est très intelligent et qui va tout faire pour mettre son royaume le plus haut possible, parce qu'il faut savoir que l'Union on a des rumeurs d'attaque qui arrivent vers le sud, et on suit un magicien qui se dit le premier des mages qui arrive dans la ville, et donc ils vont devoir un peu régler tous les problèmes. C'est très compliqué à pitcher ce livre parce que c'est beaucoup de complots et j'ai pas trop envie de vous en dire, mais bref, il y a une palette de personnages hyper intéressants, moi que j'adore, et c'est hyper bien construit, c'est brillant, c'est très sombre. Pour le coup, il y a des choses dans le texte, quand je vous dis c'est très sombre, c'est que ça touche des thématiques qui sont très brutales, voilà, on est loin de ce qu'on peut voir habituellement dans le texte. Il y a des scènes où t'as envie un peu de déglutir quand tu lis ça, tu fais ok d'accord. Je m'y attendais pas, c'est des personnages qui sont touchants, il y a de l'évolution, il y a des personnages vraiment, il y a une évolution, il y a un attachement qui se projette, les complots sont hyper bien ficelés, bref, ça a été une excellente lecture que je vous conseille si vous avez envie d'avoir une lecture un peu de frisson, très adulte, très bien construit, qui vous fait un petit peu réfléchir et qui va vous emmener, vous allez vous rentrer dans le récit. Voilà, embarqué. J'ai eu beaucoup de retours positifs sur cette série. Voilà, il y a beaucoup de gens qui l'adorent. Bref, Joe Abercrombie, pour moi, c'est un des meilleurs auteurs actuels de fantasy. Ça a été excellent, excellentissime, La Première Loi. Y a rien à dire. Je viens de me rendre compte que je viens d'oublier un livre dans la bibliothèque. Je vais vous présenter, alors là c'est de la littérature blanche, alors c'est de la littérature nordique. Il s'agit de Lettre à Olga. Je ne vais pas oser prononcer le nom de cet auteur parce que les noms nordiques, clairement c'est pas fait pour que ça soit prononcé par moi. Et donc on est sur un récit très 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 court, hein, ça fait une centaine de pages, où on suit un homme qui a écrit des lettres à une certaine Helga et qui va raconter sa vie. C'est un homme qui est tombé amoureux d'une autre femme et qui s'en veut énormément, et en même temps qu'il la désire énormément, et je vous laisse découvrir ça parce que j'ai eu un peu les larmes pour tout vous dire. En fait, ce qui est magique dans le récit, c'est que ça a l'air d'être un peu bébête comme histoire, mais c'est très très touchant la manière dont c'est fait. La langue est hyper riche et on retrouve le style que j'aime bien chez les Nordiques. Il y a énormément de références à tout ce qui est Edda poétique, mythologique nordique, comparaison avec la nature, les femmes comparées à des vaches dans le récit. Ce n'est pas du tout misogyne dans le texte, c'est vraiment, on le voit, quelque chose qui est un très très beau compliment, parce que on voit qu'il y a un intérêt du personnage à parler de la nature, et ça parle beaucoup de thématiques comme l'industrialisation, la vie en fait alors je crois que c'est en Islande il me semble, ou en Norvège, je ne sais plus. Bref, ça parle de ces petits villages agricoles, ça parle du métier d'agriculteur. Bref, c'est un texte qui est magnifique, très très court, mais que j'ai adoré chez les éditions Zulma, que j'aime beaucoup, qui ont fait un travail vraiment... c'est ce genre de perles que j'aime découvrir dans l'année, parce que c'est des petits livres voilà, que je lis de littérature blanche, mais... ça m'a troué le cœur, quoi. J'ai adoré, c'est sublime et c'est hyper riche, donc vraiment si vous avez envie de vous lire un petit livre de littérature nordique, n'hésitez pas parce qu'il est formidable. Là aussi on va parler du froid.
On va rester sur une thématique du froid, mais là on est plus sur du roman fantastique, horrifique. Pour le coup, je vous parle d'un sacré pavé qui est Terreur de Dan Simmons. Dan Simmons, je sais jamais comment on le prononce. Alors Terreur, c'est inspiré d'un récit qui s'est vraiment passé. Ça parle de l'expédition Franklin, qui a été une expédition qui s'est passée en Antarctique, où il y a eu, voilà, j'ai pas vraiment envie de vous le dire parce que sinon j'ai peur de vous spoiler la lecture, mais ça a été une expédition un petit peu catastrophique. Et donc ça parle de cette expédition de manière très fouillée. On voit que Dan Simmons, il a fait beaucoup de recherches voilà, sur cette expédition pour que ça soit le plus crédible et expliquer un peu ce qui s'est passé, mais il y a un angle horrifique avec une créature qui tourne autour des bateaux et on ne sait pas trop ce que c'est. C'est un récit qui va faire rentrer le froid en toi, vraiment. On ressent l'atmosphère glaciale et du récit, on se retrouve avec des personnages qui sont plus horribles les uns les autres. Il y a des personnages qui sont affreux dedans. Ça parle un peu de plein de théories qui étaient avancées dans ce contexte d'exploration arctique. Et la touche fantastique est hyper agréable parce qu'elle est glaçante. On ne sait pas. Il y a en plus la manière dont elle est dépersonnifiée, la créature, ça fait vraiment peur. On a une grosse partie qui est un récit vraiment historique de navigation. On va nous expliquer plein de choses très précisément. Moi, j'aime beaucoup les récits historiques de base, mais ça c'est super bien, c'est palpitant, il y a un mystère autour et j'ai pas trop envie de vous en dire parce que c'est inspiré d'une histoire réelle et ce qui est hyper intéressant c'est de se renseigner après sur cette histoire. Moi j'avais pas fait le lien au début et en fait j'avais déjà entendu parler de cette histoire et quand j'ai lu le livre, je me suis dit merde ça me fait penser à une histoire qui s'est passée et en fait bah oui. Et pour le coup Dan Simmons, il y a pas mal d'historiens qui disent, alors à part pour la créature fantastique du texte, c'est vraiment, il y a des théories qui sont avancées qui sont très plausibles. Bref, c'est une expédition dans le froid qui tourne très mal. Moi, j'aime beaucoup les récits dans le froid. Je vous avais présenté dans les eaux du Grand Nord ce genre de texte. Bref, c'est assez terrifiant, assez palpitant et assez fascinant avec des personnages. On sait jamais, on change de point de vue à chaque fois. On a le nom des personnages et on les suit. Et on va suivre tout type de personnages et notamment... pas toujours les plus sympathiques, voilà, et il y a des montées super tristes, c'est vraiment un très très bon récit que j'ai adoré pour le coup, vraiment un récit palpitant. Les 1000 pages, tu les bouffes, tu les vois pas passer. Je vous présente un essai que j'ai absolument adoré, que j'ai lu en début d'année et pour le coup ça a été un des meilleurs essais que j'ai lu de ma vie je pense. Il s'agit des femmes vikings, des femmes puissantes. Alors de Johanna Catherine, et je ne prononcerai pas son nom de famille parce qu'elle est nordique aussi, elle est chercheuse islandaise, docteur en littérature médiévale, spécialiste des textes et civilisations nordiques et des questions de genre. Donc on a vraiment les gender studies et des vikings. Donc ce texte est un texte qui va parler des femmes dans l'époque viking et notamment on va traiter de sujets très très différents. L'autrice va démonter tous les présupposés que beaucoup de gens ont, les théories fumeuses qui circulent, en parlant bien sûr que les femmes vikings à la mode de la Gerta, notamment dans Vikings, on n'a pas vraiment de preuves que cela a existé. On a par contre un dilemme avec le peuple viking qui n'est pas qu'un seul peuple, hein, c'est un regroupement de peuples et voilà, je dis le peuple viking pour que ça soit plus simple. Il y a un dilemme, c'est qu'ils n'écrivaient pas. Donc on n'a pas de sources écrites, on a beaucoup de sources qui nous viennent des chrétiens qui ont écrit des siècles auprès. Et donc on ne sait pas si les femmes ont été diabolisées voilà, par les chrétiens ou au contraire si les chrétiens ont réduit leur force, leur présence. Mais voilà, ça se base sur des textes nordiques, voilà, comme les Eddas ou ce genre de choses. Ça se base aussi sur les fouilles archéologiques qu'on a retrouvées. Bref, c'est passionnant, ça démonte énormément de théories. On va autant te parler du mythe de la Valkyrie, voilà, qui est très très puissante, qui travaille pour Odin, des guerrières. Autant on va te parler du rôle des enfants, des jeunes filles, du rôle des jeunes femmes avant le mariage, les rôles des femmes mariées, le rôle des femmes après quand elles sont veuves. Est-ce que les femmes ont le droit de se remarier? Quelles sont leurs places dans la société? Est-ce qu'elles peuvent exercer un métier ou pas? Est-ce qu'elles ont été commerçantes ou pas? Parce que avant tout, on a l'image des Vikings comme un peuple voilà, d'envahisseurs barbares et tout. C'est surtout des marchands
marchands, les Vikings, ils se particularisaient beaucoup par ça aussi. Donc c'est absolument passionnant et c'est très bien fouillé, c'est une chercheuse et je trouve ça d'utilité publique parce que quand je vois le nombre de conneries que de gens sortent parce qu'ils ont vu Vikings et qu'ils pensent qu'ils connaissent les peuples vikings, ça fait peur parce qu'il y a plein de grandes interprétations très très larges et donc voilà, elle remet en cause par exemple le supplice de l'aigle qui est présent dans Vikings où il y en aurait potentiellement eu un ou deux mais c'était pas quelque chose de très répandu et bref voilà, c'est intéressant d'avoir l'appui textuel mais aussi l'appui archéologique des fouilles qu'on a, des traces qui sont restées et c'est passionnant parce que elles ont une place qui est différente de les femmes du Moyen-Âge en Europe à la même époque quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Donc c'était chez Autrement et ça a été une super bonne lecture donc j'espère vraiment qu'elle sortira d'autres textes parce que c'était vraiment passionnant. J'allais dire que comme on n'a pas beaucoup de recherches françaises sur, on va dire, les peuples vikings et tout ça, c'est toujours intéressant d'avoir un peu des traductions et notamment ça montre aussi qu'on a de plus en plus d'intérêt. Donc c'était vraiment un super texte. Enfin, gros coup de cœur de cette année, gros coup de cœur assez récent parce que je l'ai lu plutôt à la fin de l'année. Le Sentier des Astres de Stéphane Plateau. Donc là, je vous ai montré Jaunes Yeux. Alors c'est un texte que j'ai lu le premier tome il y a quelques années et j'ai lu donc le tome 2, 3 et 4 à la filée, sachant que c'est pas non plus des tout petits textes et j'ai absolument adoré. Alors le Sentier des Astres, ça se particularise par l'originalité du texte et la plume de l'auteur qui est absolument magnifique. Donc on suit dans le premier tome Manèche à la manière du nom du vent qui va se retrouver repêché sur un bateau ennemi et il va devoir raconter son enfance et qu'est-ce qu'il fout là en fait au milieu d'une rivière un peu dangereuse et Manèche va raconter un peu sa particularité parce que c'est un jeune homme pas comme les autres. Alors ce n'est pas un sorcier, sachez-le, mais c'est un jeune homme particulier et notamment dans ce texte il y a une grande importance accordée aux dieux, les dieux qui sont présents presque avec les hommes. Il y a vraiment un côté titanesque, voilà, donc il y a énormément de déités qui sont présentées. Le but de cette histoire c'est que cette compagnie, on va dire de personnes, de voyageurs doivent se rendre auprès d'une oracle et trouver donc la voix des rois pour leur poser des questions parce que leur peuple est en guerre envers un autre peuple et donc il faut qu'ils avancent parce que leur reine a des petits problèmes donc l'oracle doit répondre à leurs questions. Donc ça c'est le premier tome et dans le deuxième tome on suit sur le bateau, il y a une jeune femme qui est déjà présente, Saskia, qui va raconter et ça c'est présent du tome 2, 3 et 4 et c'est toujours en cours son histoire et ses particularités et notamment on va avoir tout le world building autour en dehors de la forêt dans laquelle on est, où il rencontre plein de dangers, plein de créatures différentes. C'est extrêmement beau au niveau de la plume, alors stylistiquement parlant, mais même ce qui est décrit, il y a une espèce de beauté dans l'horreur, c'est magnifique, j'ai adoré. J'ai adoré le fait qu'on ait un mélange de récits qui rentrent dans le passé et le récit actuel. Alors, dans le passé, c'est passionnant, on a envie de dévorer les pages. Il y a un sentiment de frustration à chaque fois qui est créé pour le lecteur, parce qu'on a envie d'en savoir plus sur cette histoire. C'est un récit, il y a tellement de thématiques qui sont balayées et qui sont super bien traitées, que ce soit la question des violences faites aux femmes, que ce soit la maltraitance sur enfants, que ce soit la sorcellerie, que ce soit la guerre, que ce soit les complots. Il y a une espèce d'enquête policière aussi d'une certaine manière, beaucoup d'actions, des moments assez terrifiants parce que les dieux là-bas ils déconnent pas. Pour le coup, voilà, il y a plein de dangers et ça a été une excellente lecture. J'ai pas d'autres mots à dire. Ça a été une pépite, voire peut-être la meilleure pépite, peut-être pas d'entre tous, mais là on est dans le top 3 hein, de ce que j'ai adoré le plus cette année. Je n'ai pas de mots pour décrire parce que c'est un récit qui est très original, qui est très particulier, qui prend son temps, mais qu'est-ce que ça se déguste et qu'est-ce que c'est original et agréable. En tant que lecteur de fantasy qui lit de la fantasy depuis un certain temps, ça m'a fait une bouffée d'air frais que j'ai adoré et franchement une pépite. Ce n'est pas assez lu. Le Sentier des Astres, c'est vraiment extrêmement bien et ces éditions sont très très belles. Bref, je n'ai pas envie de vous donner plus d'informations sur les récits qui doivent se laisser découvrir, mais il faut savoir qu'il y a une grande partie faite au conte, au fait de raconter, qui fait qu'on a l'impression d'avoir 2 récits dans le récit, voire même 3 récits dans le récit. Et là, plus on avance, plus on se dit mais ça peut pas être possible que ce soit encore ça. Genre l'auteur il arrive à nous surprendre à chaque fois. Bref, j'ai très très hâte de lire le tome 5, je n'attends que ça, mais ça a été une excellente lecture et voilà, donc absolument à lire et je trouvais ça bien de conclure sur Stéphane Plateau parce que ça a été vraiment magnifique et qu'est-ce que ça m'a fait du bien parce que cette année j'ai aussi pas mal de déceptions hein, donc, et de pas mal de lectures neutres ou des lectures que j'ai bien aimées mais sans plus.
des livres comme Le Sentier des Astres, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un truc comme ça qui me prenait, du genre en me disant c'est excellentissime. Donc voilà, c'en est tout. Alors n'hésitez pas à me dire, vous, me faire votre petit top de cette année, comme ça je vais pouvoir piocher des idées pour l'année prochaine, ou voir si vous avez aimé des livres que moi j'ai pas aimé, ou au contraire. Voilà, c'est toujours bon à apprendre. Je suis toujours curieuse de savoir ce que vous avez lu cette année, et voilà, donc c'est un peu la vidéo dédiée à ça. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour me parler des objectifs de 2022 en termes de lecture, vous présenter un petit peu des auteurs que j'ai découverts cette année. J'ai fait le choix de ne pas vous présenter forcément des auteurs qui sont présentés ici, au contraire, j'ai choisi des auteurs, j'ai lu beaucoup de nouveaux auteurs cette année, et donc voilà, comme ça vous pourrez me donner des petits tips pour l'année prochaine si j'ai des manques d'inspiration de lecture, et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.